Bienvenue, on vient d'ouvrir donc la session afin de débuter notre webinaire d'aujourd'hui. Prenez un moment pour vous installer, une tasse de café, de thé, un verre d'eau, éteindre les autres éléments qui puissent vous distraire et on est prêt de débuter la session d'aujourd'hui sous peu. Donc encore à nouveau, bonjour à tout le monde. Merci infiniment de vous joindre à nous aujourd'hui. Bienvenue à, donc à la session des objectifs de bienfaisance communautaire pour soutenir les donateurs non reconnus. Donc, on va discuter des implications légales et les implications pour vous soutenir et pour développer une stratégie bien complète pour vous aligner avec la raison d'être de vos fondations pour soutenir donc les donateurs non reconnus. Il y a encore des détails qui ne sont pas encore été fournis. Alors, sachez que dans la session d'aujourd'hui, s'il vous plaît, tenez en compte qu'on fait du mieux qu'on peut avec l'information qui nous est parvenue en provenance de la RC. C'est génial de vous avoir parmi nous aujourd'hui. S'il vous plaît, prenez un moment pour vous présenter dans la boîte de clavardage alors que je passe quelques éléments et m'inclure également. Pour ceux que je n'ai pas encore eu la chance de rencontrer, je suis Tracy Barry-Brett, je suis membre de l'équipe du CFC et c'est génial de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous joins depuis ma maison à Calgary, au territoire du traité 7 sur les terres traditionnelles de la Confédération des Pieds Noirs, des Tsuut'ina, des nations Stoney Nakoda et de la nation métisse. Hier soir, j'ai participé à un événement dans la région de Calgary. J'ai eu l'opportunité de mener vers l'avant, vraiment y réfléchir sur comment je peux renforcer mes actions en lien avec la réconciliation. On m'a demandé comment je considère les défis par rapport au système qui crée en matière de résilience. Et il y a une différence entre inclusivité et appartenance. Et en fait, ça prend une qualité, un genre de femme pour créer ce sens d'appartenance. Il faut prendre un moment pour réfléchir là-dessus et de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'appartenir et l'importance de vivre un changement et de vivre ces défis. Alors qu'on réfléchit à cet exercice de cure, je mise sur construire sur vraiment cette notion d'inclusivité, de prendre soin de la paix et de bien comprendre donc ce sens d'appartenir. Aujourd'hui, il y a des gens deux pointes à l'eau de l'océan. Je me rends compte que plusieurs d'entre vous se joignent à nous dans des emplacements différents. Je vous encourage à réfléchir que vous avez une responsabilité de reconnaître les terres et les gens euh, qui proviennent de ces terres. Donc, encore une fois, merci de vous joindre à nous et j'espère que vous pourrez prendre un moment pour bien considérer votre lien, votre connexion avec la terre et les gens qui prennent soin de la terre, de la place où vous habitez. J'apprécie chacun d'entre vous pour votre engagement, pour renforcer votre fondation, mais aussi également pour vous aligner, vous et vos équipes, pour faire du mieux qu'ils peuvent, pour renforcer les communautés que vous appelez votre maison. Donc, merci infiniment encore une fois, de vous joindre à nous. Juste quelques rappels en matière de session sur Zoom. On utilise cette rencontre en format de rencontre pour permettre le dialogue. Donc, s'il vous plaît, gardez vos microphones en sourdine et puis on va les garder comme ça pour l'instant, juste pour soutenir et que ça se passe bien pour les présentateurs. Comme on le sait, ça aide quand tout le monde a l'opportunité de partager au courant de la rencontre. Nous aurons la chance d'avoir plus de conversations un peu plus tard dans la session et on apprécie votre compréhension de vous mettre en sourdine. Utilisez la boîte de clavardage, c'est une place géniale pour inclure vos questions, vos commentaires. On a une équipe ici qui va y jeter un coup d'œil et, et qui va garder un œil là-dessus. Donc, vous pouvez y ajouter vos commentaires et on pourra donc faire un suivi. Si le temps le permet, nous allons également collectivement avoir une session de questions et réponses à la fin du webinaire. Et encore une fois, ça va dépendre du temps alloué. Et puis sinon, on va rassembler vos questions pour pouvoir vous donner une rétroaction à la fin de cette session. Cette session est disponible en anglais et en français. Et pour avoir accès à la
version en français. Vous voyez qu'un petit globe au bas de l'écran. Donc, s'il vous plaît, juste cliquez sur cette icône et vous pouvez alterner entre la version en anglais et en français. Également, vous aurez également accès à cette présentation en anglais et en français. Donc, bien dans la partie supérieure de votre présentation, dans les options, visualiser, view, si vous cliquez sur cette flèche, vous allez voir qu'il y a des diapos qui vont apparaître. Et en dessous de la section de partage d'écran, vous allez être en mesure de visionner la version en français et en anglais. Je suis très excitée maintenant de plonger dans la session d'aujourd'hui. On adore tous comprendre les aspects légaux, les aspects techniques, la législation, et on a une équipe incroyable et très solide qui nous guide et qui travaille avec chacun d'entre nous ici au FCC et dans nos réseaux pour bien comprendre qu'est-ce que représente cette législation et comment elles peuvent nous servir dans notre portfolio en tant que fondation communautaire. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir l'équipe de Miller Thompson. On a 3 membres aujourd'hui, Suzanne Manoir, Christina Robert et Sarah Fitzpatrick. Suzanne se joint à nous du bureau de Toronto et plusieurs d'entre vous ont eu l'opportunité de la rencontrer auparavant. Elle est reconnue conseillère pour les compagnies sociales, les ONG. Suzanne est très généreuse pour nous donner vraiment une orientation en général en matière de taxation partout au Canada et également au niveau international. Suzanne est une leader nationale dans l'équipe exécutive de Miller Thompson. Se joignent à elle Christina Robert, qui est basée au bureau de Calgary. Elle est membre du groupe d'impact social du côté de Miller Thompson. Christina est passionnée de vraiment aider à bâtir des organisations sociales avec des objectifs de grand impact. Elle travaille avec les charités, les compagnies, ouais, et les compagnies sociales. Elle a un intérêt particulier dans les structures et les compagnies sociales. Désolée, Sarah, j'ai massacré un peu ton nom. Sarah Fitzpatrick se joint également à nous depuis le bureau de Vancouver. Son travail met l'emphase sur les, euh, les, les, les œuvres de charité à but non lucratif. Et Sarah offre pratique en général, elle offre des conseils légaux à ses clients. Elle aide également en matière de mission et de mandat. Elle travaille avec les charités et les compagnies à but non lucratif. Elle fait aussi elle travaille aussi en matière de légale et elle travaille avec des grandes transactions et des restructurations. Donc, c'est un honneur pour nous d'avoir ces 3 personnes. Merci à Miller Thompson et leur équipe pour leur soutien continu et leur dédication, pas seulement au FCC, mais également à notre réseau. C'est un honneur maintenant de passer la parole à Sarah et Christina pour pouvoir débuter. Merci, Tracy, pour cette introduction. J'espère que, j'espère que tout le monde a une bonne journée pour l'instant. Je me joins à vous depuis Vancouver, comme Tracy a mentionné. Donc, le territoire traditionnel des Musqueam, Squamish, des peuples autochtones. Christine et moi-même, on va faire la grande partie de la présentation. Suzanne va plus gérer la fonction donc des boîtes de clavardage. Comme Tracy a mentionné, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans la boîte de clavardage. On va essayer d'y répondre au courant de la présentation ou à la fin. Alors, si on peut passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît, ça serait bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, on va parler vraiment des dispositions relatives au versement admissible. Je suis certaine que vous êtes tous au courant qu'elles sont entrées en vigueur l'année dernière. Et ce que nous voulons faire, c'est vraiment vous donner une idée, un panorama d'où nous en sommes, parler des règles et parler où nous en sommes auprès de l'ARC et comment on va interpréter cela d'un point de vue administratif. Et donc, cet accompagnement
On attend en fait encore que l'Agence de Revenu Canada puisse nous donner vraiment un aperçu final là-dessus. Et ensuite, on voudrait parler de quelques défis qu'on pense qui sont particulièrement euh, importants pour les fondations communautaires, en particulier en matière de raison d'être. Et puis, si on a le temps à la fin, on va répondre à vos questions. Donc, prochaine diapo. Donc, Donc, une modification à la loi sur le revenu, c'est un nouveau régime. Ils ont pris effet l'année dernière, en fait, en juin 2022, en fait. Donc, ça fait en fait plus qu'un an que ces lois sont en vigueur. Et qu'est-ce que ces nouvelles règles ont fait? C'est créer une nouvelle façon, en fait, pour les œuvres de charité, comment elles peuvent octroyer des bourses. Donc, des subventions. Donc, en fait, il y a deux types qui se qualifient. Premièrement, il y a les subventions pour, pour des donateurs qualifiés. Et celle-là, c'était une règle qui existait déjà auparavant. La deuxième type de c'est de subvention, donc c'est pour les donateurs non qualifiés. Ça, c'est une nouvelle règle. Mais pour pouvoir octroyer ces subventions, il y a des conditions qui doivent être qui sont requises. Premièrement, c'est que il faut bien établir quelle est la raison d'être de cette œuvre de charité. Et deuxièmement, l'œuvre de charité doit s'assurer et, et en fait que quand c'est il faut s'assurer que dans les activités charitables. Alors, dans la prochaine diapo, troisième condition, les charités doivent maintenir la documentation qui démontre quelle est cette œuvre de charité et sa raison d'être et comment qu'il utilise donc les montants octroyés, les déboursements. Prochaine diapo. Alors, quelles étaient les règles auparavant? Donc, avant, les associations caritatives pouvaient utiliser ces ressources de deux façons. Ils pouvaient les utiliser dans leur propre activité ou en établissant des subventions pour des donateurs qualifiés. Et la façon dont les œuvres de charité interagissaient avec les donateurs non qualifiés, c'était à travers leur propre activité et leurs propres règles. Donc, les œuvres de charité, ils devaient être en mesure de dire, lorsqu'ils travaillaient avec des donateurs non qualifiés, qu'ils menaient à bien une activité qui était de l'œuvre de charité. Donc, ça impliquait des intermédiaires en matière de donateurs non qualifiés. Donc, les œuvres de charité devaient maintenir la direction et contrôler l'intermédiaire en matière de comment les ressources charitables étaient utilisées. Donc, l'intermédiaire était en fait une extension de l'œuvre de charité qui s'occupait d'un programme qui était un élément phare du programme. Donc, ceci exige beaucoup de supervision, beaucoup d'instructions en matière d'opération pour l'intermédiaire. Et puis, ça implique beaucoup d'attentes. L'attente, c'est que les associations caritatives doivent faire plusieurs choses pour s'assurer qu'ils maintiennent la direction et le contrôle par rapport à la mise en place des intermédiaires. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, dans le régime actuel, nous avons trois façons qu'un organisme de bienfaisance peut utiliser ses ressources. Donc, leur propre activité, exercer leur propre activité, c'est encore là. Un organisme de bienfaisance peut encore exercer ses activités. Et sous cela, ils peuvent encore s'impliquer avec des intermédiaires, des donateurs non reconnus. Une œuvre de bienfaisance peut également, si on revient un peu à l'arrière, peuvent également faire des subventions à des donateurs reconnus. Et un organisme de bienfaisance peut maintenant faire des subventions à des donateurs non reconnus en autant qu'ils satisfassent à certaines conditions. Maintenant, prochaine diapo.
Donc, nous avons deux façons dans lesquelles les œuvres de charité s'impliquent avec euh, des donateurs non reconnus. Maintenant, enfin, on a un régime et on a la capacité de faire des déboursements qualifiés. Donc, c'est très important que quand une œuvre de bienfaisance prenne la décision de s'impliquer auprès d'un donateur non qualifié qui connaissent, ils doivent vraiment penser, est-ce que je fais une subvention ou est-ce que on s'implique, on s'engage avec un donateur non qualifié en tant qu'intermédiaire pour mener à bien un de nos programmes en notre nom. Et ce n'est pas seulement parce que l'Agence de Revenu Canada a dit qu'il faut prendre cette décision, mais c'est également important pour savoir quel genre de documentation vous utilisez qui puisse bien refléter la relation entre vous. Et comment cette relation est structurée, en fait, va dépendre, à savoir si vous vous engagez, vous impliquez avec un donateur non qualifié en tant qu'intermédiaire ou en y faisant une subvention sous les nouvelles règles de qualification de déboursement. Donc, maintenant, je passerai la parole à Christina pour qu'elle nous parle euh, sur le brouillon en matière de conseils, de ce qu'on a, où nous en sommes. Donc, rapidement, on va regarder donc les nouvelles lignes directrices de l'Agence de revenus qui s'appelle donc l'octroi des subventions et donateurs non reconnus. Donc, ce guide a été publié il y a environ un peu plus d'1 an, le 30 novembre 2022. Et on recevait donc une rétroaction jusqu'au 30 janvier 2023. Donc, l'idée, c'était d'utiliser cette rétroaction et vos commentaires pour publier une version finale qu'on n'a pas encore entre nos mains en matière de conseil. Ça va arriver sous peu, mais on ne sait pas exactement quand ça va être prêt. Donc, pour l'instant, nous avons vraiment cette idée de comment l'Agence de revenus va mettre en pratique et interpréter ces nouvelles règles, mais c'est sujet à changement. En fait, donc, cette ébauche, c'est vraiment en lien avec le risque associé à une subvention à un donateur non qualifié et comment les œuvres de charité peuvent vraiment être imputables pour mesurer ce que ça implique et les risques encourus. Donc, ces conseils soulignent donc quelques facteurs qui peuvent être déterminants en matière de subvention. Donc, ça inclut l'expérience des œuvres charitables, et le montant de la subvention, la durée du programme, est-ce que le programme aura lieu au Canada ou à l'extérieur, à l'étranger. Donc, c'est juste certains des facteurs que l'Agence du revenu sur lesquels ils vont se pencher. Prochaine diapo. Donc, ça suggère qu'une évaluation des risques peut mener à une conclusion en matière de qui on va donner une subvention à un donateur non qualifié. Et donc, on va les catégoriser par risque faible, médium ou à grand risque. Donc, pour une subvention qui est considérée à haut risque, les mesures que l'agence ARC va recommander dans le guide sont assez semblables à ce qu'on s'attendrait de recevoir dans un audit, dans une situation. La grande différence, c'est qu'avec les critères de déboursement, on n'aurait pas à formaliser les activités de nos propres activités. Donc, à bas risque, le Conseil suggère que l'imputabilité, dans la prochaine diapo, dans les prochaines deux diapos, on voit un exemple des facteurs qui peuvent mener à une conclusion qu'une demande de subvention peut être catégorisée à haut niveau, au risque ou bas, et quelles seraient les recommandations pour atténuer le risque dans chacun des scénarios. Je ne vais pas plonger dans les détails, mais ceci est une ressource que vous pouvez utiliser et vous référer. Prochaine diapo. Donc, en matière de faire un rapport, le guide indique que les ordres de charité qui octroient plus de 5 000 en subvention doivent être en mesure de fournir certains détails sur chacun des bénéficiaires, incluant le nom de la personne qui va recevoir la subvention et les détails, par exemple, le montant total qui sera octroyé et la raison, l'objectif derrière cela. Cette information doit être donc fournie
dans la déclaration d'impôt à la ligne T30. Le guide également contient beaucoup d'interprétations en matière de ce qu'on appelle le Anti-Directed Giving Rule. Alors, ceci a été introduit en même temps. C'est dans la section 168F des lois sur les impôts. Et ça indique qu'une œuvre de charité peut se voir retirer un don si elle accepte un cadeau et si on reçoit un cadeau de la part de quelqu'un qui reçoit une subvention. Donc, l'interprétation, en fait, est est plus serrée dans le guide dans, que dans la loi, en fait. En fait, en matière de cette règle, ce que vous devez savoir, c'est que vous ne devriez pas accepter des fonds qui sont dirigés spécifiquement à un donateur non qualifié, en particulier, comme par exemple créer une agence ou un fonds de gestion pour bénéficier un, un, un donateur non qualifié. Donc, si c'est pour un fondateur ou pour une règle générale, euh, ça serait OK, mais juste, il faut faire attention autour de cette règle. Et ceci est une zone où on va plonger un peu plus auprès de l'ARC dans la nouvelle version pour qu'on puisse vraiment bien comprendre et raffiner cette interprétation de la loi. Maintenant, je passerai la parole à Sarah pour qu'elle puisse plonger sur quel genre d'objectifs les œuvres charitables doivent avoir pour pouvoir octroyer des subventions. Donc, quand on parle de ce qu'une œuvre de charité, de bienfaisance peut faire ou ne pas faire, il faut toujours penser quel est le but. Et donc, il faut regarder aux documents de gouvernance, que ce soit la Constitution, des lois ou des statuts. Quel est le but dans ces documents? Parce que là, nous établit vraiment le cadre de travail en matière de qu'est-ce qu'une œuvre de charité peut faire. Parce qu'enfin, ils doivent travailler au-delà de ses propres objectifs. Alors, quand on parle de déboursement qualifié, la question est, est-ce que le but permet à l'œuvre de charité de faire un déboursement qualifiable? Alors, la réponse à cette question, c'est on n'avait pas ces règles auparavant. Donc, enfin, il ne fallait pas les tenir en compte parce qu'elles n'existaient pas. Mais la première chose sur laquelle on doit réfléchir, c'est les organisations, les organismes de bienfaisance dont le but est d'octroyer des subventions euh, à d'autres donateurs non reconnus. Donc, ceci est le but des fondations charitables traditionnelles et ce qui permet aux fondations de bienfaisance de faire ces dons à des donateurs qualifiés ou enregistrés sans trop y avoir à y réfléchir. Donc, il pas besoin il fallait pas nécessairement passer s'ils étaient qualifiés ou pas. Ce qu'on entend, même si ça n'a pas été adressé dans cette version, mais qu'on commence à entendre de l'ARC, c'est que ça va prendre une position où le but d'octroyer des subventions à d'autres donateurs qualifiés ne peuvent pas juste se baser sur ce but pour faire un déboursement qualifié à un donateur non qualifié. Donc, il semblerait que l'ARC prend cette position, même s'ils n'ont pas encore émis rien là-dessus pour l'instant. En fait, afin de pouvoir donner une subvention à un donateur non qualifié, l'œuvre de bienfaisance doit avoir un but actif. Et le but actif ne peut pas seulement être d'octroyer des subventions. Donc,
Je veux revenir un pas en arrière et revenir à quels sont les prérequis pour pouvoir faire des déboursements qualifiés. Donc, quand une œuvre de bienfaisance établit les qualificatifs de déboursement à une organisation, euh, et l'organisation qui reçoit, donc ces dons, doit utiliser les fonds ou les ressources reçues dans une activité charitable qui va au-delà du but de cette charité. Donc, lorsqu'on regarde la raison d'être d'une subvention, l'Agence du revenu pourrait dire qu'une activité de bienfaisance va au-delà de la raison d'octroyer des subventions. En fait, il faut avoir un but actif tel que, par exemple, qui est pour aider en matière d'éducation, pour aider en matière de pauvreté, en matière de religion ou d'autres catégories de catégories qui sont considérées, qui tombent sous le parapluie d'œuvres charitables. Donc, si une fondation communautaire veut faire un déboursement qualifié, parce que, en fait, ces règles sont déjà mises en place, même si on n'a pas encore des décisions et des conseils vraiment finaux, il faut vraiment y réfléchir. Est-ce que notre but nous permet de faire ça, notre raison d'être? Et donc, les fondations communautaires, selon de quand elles ont été mises en place, les buts peuvent être différents. Je ne peux pas dire que l'objectif d'une fondation communautaire peut être différent l'une de l'autre. Dans certaines, ça peut être que pour faire octroyer des subventions. Pour d'autres, les raisons d'être sont un peu plus larges. Nous parlons de façon différente ou des types d'activités qu'ils déploient. Et donc, si une fondation communautaire a juste l'objectif d'octroyer des subventions, c'est possible qu'ils doivent réviser donc leurs objectifs afin de faire des déboursements qualifiés. Mais pas toutes les fondations communautaires vont devoir revoir leurs objectifs et leur raison d'être. Il faut considérer quels sont donc les objectifs, le but, sont-ils assez larges et sommes-nous en mesure d'octroyer des subventions à des donateurs non qualifiés sous cet onglet. Et un des défis auxquels on fait face, c'est le fait que, à cause qu'on est habitué à avoir cet objectif d'octroyer des subventions à d'autres donateurs qualifiés, c'est très large. En fait, ça permet à une fondation communautaire à faire des subventions à n'importe quelle autre œuvre de bienfaisance. Donc, si nous devons jeter un coup d'œil à savoir, avons-nous un but, une raison d'être active et est-ce que ça peut être en lien en matière de bienfaisance, comme par exemple l'éducation. Donc, ayant dit ceci, les fondations communautaires peuvent possiblement juste pouvoir faire des déboursements qualifiés à d'autres organisations qui font la promotion de l'éducation, par exemple. Donc, il va falloir l'aborder différemment de la façon dont vous le faites habituellement en matière de subventions pour d'autres œuvres de charité. Un autre élément qu'il faut tenir en compte, c'est on a on n'a pas de, euh, on n'a pas plus d'informations de la part du Revenu Canada en matière de savoir quelle langage ils s'attendent afin d'approuver les déboursements pour les donateurs non qualifiés. Si on passe à la prochaine diapo, où on regarde en matière de comment faire des amendements à vos buts objectifs. Et si vous planifiez le faire, on vous encourage fortement cette fois-ci d'obtenir une pré-approbation de la part de l'ARC. Donc, pendant ce processus d'amendement des objectifs, il y a une approbation de la part de l'Agence du revenu qui va être nécessaire à un certain moment. Une préapprobation n'est pas requise selon la loi, mais c'est fortement suggéré lorsqu'on fait quelque chose qui est inhabituel.
Et voilà, c'est où nous en sommes. On est un peu face à une circonstance exceptionnelle. On n'est pas tout à fait certain de comment on va interpréter ces amendements. L'Agence du revenu en matière de qualifier des déboursements. Auparavant, demander une préapprobation de la part de l'Agence du revenu, ça pouvait prendre beaucoup de temps, parfois même plus qu'un an. Mais leur processus maintenant et leurs délais sont beaucoup plus rapides dernièrement. Mais il faut se rappeler qu'on n'a pas encore les conseils finaux, à savoir comment ils vont interpréter les déboursements qualifiés sous ce régime. Et même si leurs délais sont plus rapides maintenant, ils veulent possiblement prendre un petit moment pour obtenir des réponses parce qu'ils n'ont pas encore ces directives à l'interne finalisées. Les pas pour faire des amendements aux objectifs, c'est que vous avez besoin de faire un amendement au document de gouvernance. Mais si vous recherchez à avoir une préapprobation, bien sûr, vous n'avez pas encore fait l'amendement final, bien sûr, parlement, mais vous devez jeter un coup d'œil et considérer si est-ce que nous avons été, est-ce que les objectifs font partie des règles? Est-ce qu'on a été incorporé sous le Societies Act de la Colombie-Britannique? Mais en même temps, si vous êtes-vous incorporé sous la Constitution? Mais enfin, si vous n'êtes pas incorporé sous les statuts, il devrait y avoir une modification. Donc, les objectifs vont devoir être amendés. Le nouveau document de gouvernance devrait être soumis à l'Agence de revenu Canada et ensuite ils vont faire une évaluation finale. Si on déjà approuvé, il ne devrait pas avoir de changements. Ça devrait être assez simple. Si vous n'avez pas encore fait une demande de pré-approbation, l'ARC va devoir jeter un coup d'œil et vous revenir. C'est possible que l'Agence de revenu vous revienne avec des commentaires avant d'approuver. C'est possible qu'il vous demande des informations par rapport aux activités que vous allez mettre en place sous ces objectifs. Et avec donc des déboursements qualifiés, cela signifie que vous allez devoir réfléchir à savoir comment on va mettre en place les déboursements qualifiés, quel genre d'accord on va utiliser, parce que c'est possible que la RC va avoir besoin de cette information afin d'approuver des changements en matière des objectifs. Et le genre d'accord que vous allez utiliser va être différent des accords de subvention, des œuvres charitables enregistrées. Si vous avez un accord, maintenant on le sait qu'il y a des accords plus formels pour les donateurs non qualifiés et qui rencontrent certains critères d'imputabilité. Donc, j'aimerais prendre un moment pour regarder à la boîte de clavardage, à savoir s'il y a quelques questions avant d'arriver à une conclusion et réfléchir aux derniers éléments. Je vais jeter un coup d'œil à la boîte. Susan, je vois que vous avez fait des commentaires dans la boîte de clavardage. Voulez-vous plonger là-dessus? Oui, certainement. Je pense que d'une certaine façon, on est un peu frustré on n'en a pas plus d'avantages et quelque chose plus coulé dans le béton, mais on croit que la nouvelle législation, telle qu'elle est écrite, en fait, détermine pas tout à fait ce que la RC nous demande, mais un peu, on est en train de dire ce qu'on pense qu'ils veulent que vous fassiez. Donc, en fait, ce qu'on suggère, c'est que vous jetez un coup d'œil à votre documentation actuelle et, par exemple, Christa Norfison a demandé la question par rapport à leur objectif, leur but et comme la distribution des donateurs subventionnés. En fait, donc, ça dépendrait vraiment. euh, c'est difficile de répondre à cas isolé. Une chose que j'espère, c'est qu'on puisse avoir, on n'a pas encore été en mesure de le faire, mais avoir des préapprobations ou que du moins la RC puisse mettre des exemples dans leur site pour que ça puisse nous donner certaines idées. Je pense qu'une partie de la difficulté
C'est jusqu'à ce qu'ils finalisent. Donc, les directives à l'interne, donc, ils ne savent pas exactement quels sont les pouvoirs qu'on pense sont acceptables ou pas. Donc, selon moi, ce guide a été rédigé à nouveau, mais a été invité à plusieurs niveaux, à l'Agence de Revenu Canada à plusieurs niveaux. Donc, on attend un peu pour voir, pour les gens qui sont un peu plus habitués, expérimentés, pour décider qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils aiment moins, et si c'est acceptable ou pas. Dans plusieurs fondations communautaires, surtout dans celles qui sont créées par des statuts, souvent, leurs objectifs de subvention sont très larges. Et en fait, si vous pouvez juste établir des liens en matière de subventions et vous faites cela spécifiquement, vous êtes probablement OK. Pour ceux qui sont un peu plus limités et qui ont donc la possibilité d'avoir donc les subventions, en fait, c'est vraiment là où, où vous pouvez tirer profit de ces règles. Il y a une autre question, en fait, en matière de qu'est-ce qui se passe aux accords qui sont en place, qui pourraient avoir des restrictions en matière des donateurs. Il y a des règles qui vont devoir changer, comme Sarah a mentionné. Vous allez pouvoir faire un ou l'autre. C'est possible que vous allez pouvoir avoir des ententes de subvention qui n'ont pas besoin de jaser parce que c'est des accords de subvention. En fait, ils auront juste besoin ils n'auront pas changé, c'est ce qui est écrit et déterminé au tout début. En fait, c'est vraiment juste pour gérer les subventions à ceux qui ne sont pas des œuvres de bienfaisance ou des donateurs non reconnus. C'est à ce niveau qu'il va falloir avoir des accords et suivre ces règles. Jen, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Donc, j'aimerais ajouter, j'ai parlé un peu des accords de subvention. L'accord des fonds est un peu différent, en fait. Et comme on l'a mentionné, et en regardant les commentaires, en effet, elle demandait par rapport à l'accord en lien des fonds. Donc, les accords existants en matière de fonds, en fait, ils font seulement référence à avoir des fonds pour les œuvres de bienfaisance qualifiées. Encore une fois, avec tout le reste qu'on a mentionné aujourd'hui. En fait, vous devrez regarder quel objectif, quel but ça dit et en fait voir s'il y a une restriction en matière de subventions. Les subventions peuvent juste être faites à des donateurs reconnus. Mais si l'accord en matière de fonds est restrictif et vous voulez pouvoir faire une distribution de ces fonds à un donateur non qualifié, en fait, il faut possiblement regarder et à modifier l'accord en matière de fonds. Est-ce qu'il y a une clause d'amendement? Quel est le processus? Avez-vous la capacité d'amender un objectif qui vous donnerait de la flexibilité, qui vous permettrait d'utiliser donc les fonds et en faire la distribution? Donc, c'est un processus auquel vous allez devoir réfléchir. Ça va dépendre de l'accord de fonds en soi. On espère qu'il va avoir un certain niveau de flexibilité. Sarah, nous sommes dans une place où en fait, il y a des nouvelles règles qui sont sorties et qu'avant, on n'avait jamais eu à y réfléchir. Donc, il faut ajuster nos pratiques. Comment on met en place afin de savoir comment on va gérer celle-ci. C'est possible que vous avez déjà un certain niveau de flexibilité qui vous permet cela, mais même si on n'a pas encore
toutes les résolutions finales de la part de l'Agence de Revenu Canada et même si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour faire des déboursements à récipiendaires non qualifiés, ceci est une opportunité pour réfléchir à des accords de fonds. Est-ce qu'il y a de la flexibilité dans vos documents actuels afin de permettre que des subventions puissent être faites pour depuis des nouveaux fonds pour, pour des donateurs non qualifiés? Désolée, je me trompe entre non qualifié et qualifié parce que c'est vraiment beaucoup d'informations en bouche. Je vois une autre question, Suzanne, pour toi-même, Christina ou Sarah. Les délais pour ce changement. Je pense qu'on pourrait probablement mettre un but avec un amendement s'il y a cette urgence d'agir. Je pense que ce qu'on ferait, c'est vraiment prendre l'interprétation qu'on a faite, qu'on comprend aujourd'hui, de faire une version, un brouillon. Et comme on a mentionné, on va faire une préapprobation. Et donc, si on fait une demande de préapprobation, cela aurait lieu avant que vous passiez par votre conseil d'administration pour approuver ou pas le changement. Donc, si ils décident qu'ils veulent quelque chose de différent, on aura la chance de le faire. Et ainsi, on pourrait vraiment entamer le processus. Donc, j'ai aucun problème à le faire ainsi. J'espère vraiment qu'on va avoir les directives bientôt. Il y a des œuvres charitables qui aimeraient juste changer leur but objectif euh, parce, parce qu'ils ne veulent pas aller chercher une préapprobation, mais nous, on pense que ça serait une bonne idée de oui. Et pour les œuvres de charitable, moi, j'attendrais si vous ne voulez pas passer en processus de préapprobation. Il y a une autre question, Sarah, si tu veux y répondre. Donc, la question dans la boîte de clavardage, c'est quand on va travailler avec un donateur interne non qualifié, il faut prendre la décision à savoir si vous travaillez avec eux d'un point de vue comme une base intermédiaire ou ceci est vraiment une subvention. Et la question est-ce que c'est une décision prise en cas par cas pour les subventions ou c'est une direction qu'on prend pour l'œuvre de charité? Je pense que cette décision est interne et dépend de chaque organisme. Ce que vous voulez faire, par contre, c'est d'avoir une politique interne, par exemple, qui stipule pour ce genre de projet, on va faire ce genre de subvention, pour un autre genre de projet, on va faire comme ça. En fait, vous allez peut-être décider que vous êtes juste à l'aise de les octroyer en tant que subvention, à moins que ce soit un projet spécial et que vous décidez que ça serait une relation d'intermédiaire. Donc, c'est possible que vous décidiez que toutes vos interactions ou vos collaborations avec des donateurs non qualifiés. Donc, vous pouvez décider au niveau de votre organisme ou aussi en cas par cas pour chaque subvention. Mais ça peut impliquer beaucoup de décisions. Je pense qu'une des choses qu'on a entendues, et je ne sais pas, ça va être dans les conseils finaux, c'est qu'ils veulent en fait et je ne sais pas si ça va tenir la route parce qu'il n'y a pas d'implication légale pour cela, mais je suis d'accord avec Sarah. Avoir une politique, c'est probablement la meilleure façon de procéder, mais il va faire tenir en compte et savoir si on a au moins une documentation pour certains accords. Je sais que ça peut paraître que ça va de soi, mais on veut s'assurer de stipuler clairement. Donc, que vous utilisez un accord d'intermédiaire, ou un accord de subvention, indépendamment du nom que vous allez y donner, les mots dans cet accord doivent vraiment décrire comment vous vous engagez selon vraiment les conseils donnés par l'ARC, à savoir s'il y a une relation de subvention ou d'intermédiaire. Alors qu'on attend à quelques questions possibles qui pourraient arriver, je vais y arriver à certaines conclusions. Donc, les directives que nous avons en ce moment, comme on a dit à plusieurs reprises, pour l'instant, c'est encore une ébauche.
Comme Christina a mentionné, on s'attend à recevoir le tout bientôt. On pensait que la mouture finale allait sortir cet été. Maintenant, on est déjà à la fin octobre. Donc, on espère vraiment l'obtenir bientôt de la part de l'Agence de revenus du Canada et on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des modifications majeures à l'ébauche qu'ils ont déjà soumis. C'est possible qu'il y ait des ajouts, mais on ne pense pas qu'il va y avoir des grandes modifications en matière des principes qu'ils ont déjà stipulés. Mais on n'a pas de certitude. On n'a pas encore reçu donc toutes les données. Prochaine diapo. Donc, euh, donc les nouvelles règles euh, sont pour des déboursements qualifiés, mais on suggère obtenir des conseils légaux avant de faire ceci parce que nous sommes encore dans cette place d'incertitude par rapport à comment l'Agence du revenu canadien va interpréter tout ceci et exactement quels vont être les buts, les objectifs qui vont être requis. Quand on va en apprendre davantage de la part de l'Agence de revenus, on va s'assurer qu'on va partager avec l'équipe du CFC et on va certainement vous informer. Dès qu'on aura l'information, on va partager avec vous quand l'Agence du revenu Canada va donc publier leur directive finale ou quand on va travailler donc les normes en matière de. Il y a une question qui pose sur un des exemples pour les fondations communautaires avec d'autres buts. Donc, j'ai partagé avec vous le statut de la section du Vancouver qui couvre donc les fondations du côté de Vancouver. Ça ne me permet pas de mettre toute l'information dans le rapport de clavardage, mais en fait, je pense que, et ceci est vrai pour les fondations communautaires qui existent depuis plus longtemps. Quand elles ont été créées, elles ont parlé du genre de travail communautaire qu'ils feraient dans les communautés. Et à la fin, vous verrez qui peut avoir des subventions à d'autres de charité enregistrées. Mais en fait, ils ont été incorporés avec cette idée de qu'est-ce qu'on va faire. Ils ne se sont pas vraiment mis l'emphase sur le détail des subventions aux donateurs. Donc, ils ont identifié plusieurs types de travail qu'ils peuvent faire et c'est possible qu'ils fassent ce travail en faisant des subventions, mais en fait, techniquement, ce travail peut également être fait en fournissant un soutien en matière de pauvreté, en donner des subventions à des gens dans le besoin et non pas en faisant des subventions à une autre œuvre charitable. Donc, je pense que si vous avez la liste des buts et des objectifs, et encore une fois, on essaie, on rentre dans les spécificités. On ne peut pas avoir un but qui dit vous pouvez faire des subventions à des donateurs qualifiés qui font suivant. L'éducation, aider en matière de pauvreté. Mais si vous avez un but, une raison d'être qui stipule comme un document que votre œuvre charitable peut faire ce qui suit. Et puis à la fin, et qui peut fournir des subventions à des donateurs qualifiés. En fait, ça va moins limiter le travail que vous faites pour soutenir ces actions. Donc, je pense que c'est pour cela que, selon notre perspective, c'est très difficile à répondre à des questions sans voir qu'est-ce que vous avez dans vos documents actuels avec certitude. En fait, vous devrez vraiment y réfléchir en ayant le contexte complet. Et si vous n'avez pas, et j'espère que pour les fondations communautaires incorporées plus récemment, souvent on voit que c'était juste limité aux fondations communautaires, que c'était limité aux donateurs qualifiés parce que c'était la chose la plus facile à faire pour s'inscrire auprès de l'Agence de revenus Canada le plus rapidement. Et pour beaucoup de fondations dans les dernières 20 années, c'est ce qu'ils allaient faire en fait. Ils n'essayaient pas de faire des activités directes. Donc voilà comment
il y a certaines limitations et pourquoi c'est nécessaire de changer. Mais si vous avez une combinaison différente de buts et d'objectifs, c'est possible. Vous devriez avoir quelqu'un qui va y jeter un coup d'œil avec attention à savoir comment ils vont être octroyés, comment l'Agence du revenu peut vous avoir besoin de plus d'informations. Je pense que j'avais mentionné un peu plus tôt dans certaines des questions. C'est vraiment dommage. En fait, on a des déboursements qualifiés, on a des donataires qualifiés. On utilise le même langage, mais avec des définitions différentes. Mais le but ultime, mes attentes, c'est on va plus établir euh, qu'on donne à des donataires qualifiés, mais on va parler de déboursement qualifié. On n'est pas rendu là encore. L'Agence du revenu n'a pas encore accepté cela, mais on espère y voir des changements dans les directives. Un autre élément que j'aimerais mentionner, particulièrement si la Fondation communautaire existe depuis un bon moment, l'Agence du revenu Canada, leur politique actuelle par rapport à comment on va établir des raisons d'être, des buts en matière de charitable, peut être différente par rapport à quand vous avez été incorporé ou pas. Parce qu'en ce moment, je vais revenir. Encore une fois, on ne sait pas exactement qu'est-ce que la ARC va dire en matière de déboursement qualifié. Mais en ce moment, les directives qu'ils ont mis de l'avant en fait, exige que le but des œuvres charitables soit assez spécifique. En fait, quel est le chef de l'œuvre de charité et comment aller de l'avant avec cela? Est-ce que c'est pour stimuler l'éducation en donnant des bourses d'études, par exemple? Le but plus large, que si vous recevez une approbation depuis du moins les 10, 15 dernières années, c'est de donner des subventions à des donataires qualifiés. Il ne fallait pas nécessairement spécifier qui était la personne en chef. Et donc, si vous pensez à changer vos buts objectifs de votre raison d'être, il faut bien jeter une mise à jour. Si vous faites une mise à jour, il faut vraiment tenir en compte que l'ARC est possible qu'il jette un coup d'œil à vos autres buts objectifs et c'est possible qu'ils disent que les mots que vous utilisez n'est pas consistant avec nos directives actuelles et on va vous demander de retirer vos buts objectifs. Si, par exemple, dans vos objectifs, c'est écrit de faire une œuvre charitable, euh, désolée, c'était inaudible, mais en fait, il faut regarder à vos buts et est-ce qu'ils vous permettent de faire ceci? Parce que vous devez réfléchir à savoir, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un amendement à nos objectifs pour avoir droit à des déboursements qualifiés. Je dirais qu'il faut se battre très fort, bec et ongles, contre l'ARC s'ils essaient de tout changer, vos buts et objectifs. En fait, Sarah a raison, l'ARC, ils ont cette capacité discrétionnaire et j'espère que s'ils voient que si vous ne changez pas vos autres buts, qu'ils ne vont pas être si restrictifs que lorsqu'au moment qu'on applique pour obtenir les statuts de charitable. Parce qu'en fait, oui, ils demandent des mots très spécifiques et limités qui, pour moi, ne font pas de sens parce que ça limite les gens quand ils sont en train de débuter et quand ils ne savent pas encore tout à fait qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, on espère qu'on va être en mesure d'utiliser ceci pour qu'ils soient plus flexibles. Susan, Christina, Sarah, je reconnais la quantité de questions qui nous proviennent en matière de comment s'assurer que chacune des organisations ont le conseil qu'elles ont besoin et on vient d'inclure ici vos contacts pour Miller Thomson. On est très reconnaissant de vos capacités, vos connaissances et de ce que vous êtes en matière de nous fournir en tant que compagnie qui nous soutient du côté de la FCC et plusieurs autres fondations communautaires qui travaillent avec vous et les membres de votre équipe. Comme Suzanne a mentionné, c'est important que si vous cherchez de l'aide additionnelle, considérez à savoir est-ce qu'ils ont de l'expertise dans ce domaine. Il y en a d'autres qui ont cette connaissance, mais s'il vous plaît, tenez-le en compte
alors que qu'on va de l'avant. J'aimerais également aussi partager avec vous, autour de cette conversation, sur les œuvres charitables, et vous dire qu'on travaille très proche avec Suzanne, Christina et Sarah pour qu'une fois que les directives soient publiées, je peux même pas dire si ça va être un gabarit ou pas, mais on va avoir au moins des directives qu'on pourra vous fournir. Et cette conversation ne termine pas aujourd'hui. En fait, ça va être une conversation en continu. Et dès que les directives vont sortir, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres sessions, d'autres webinaires qu'on pourrait vous proposer? Et aussi, on va tenir en compte qu'on va créer une liste donc de questions fréquentes et de faits saillants pour bien faire ressortir ce qu'on a compris de ces directives qu'on va recevoir en travaillant avec Hillary Thompson pour avoir l'horaire. N'oubliez pas donc que ceci fait partie de la conversation. C'était vraiment un honneur d'avoir Sarah, Christine et Susanna parmi nous. Je sais que leur porte est toujours ouverte. Elles ont été très généreuses pour travailler avec plusieurs fondations. Et moi, je vous dis merci de travailler avec vos clients divers à travers le Canada et les aider à être plus forts dans leur travail pour soutenir donc leur communauté. Aussi, on va plonger un peu plus dans d'autres sujets. Donc, jeter un coup d'œil à nos événements qui sont en liste pour 2024 et j'ai l'impression que d'après la conversation d'aujourd'hui, qu'on veut vraiment plonger davantage dans ce sujet et on espère avoir d'autres opportunités pour en parler davantage. On est intéressé à voir vos commentaires. Donc, on va mettre un sondage du côté du CFC. Alors, prenez un moment de compléter le sondage d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Je pense que mon équipe va soumettre un sondage et le voilà, il est maintenant affiché à l'écran. C'est une super équipe du côté de CFC, je le mentionne toujours. Alors, s'il vous plaît, prenez un moment pour nous donner une rétroaction dans ce sondage très rapide et ça va nous aider vraiment à nous développer, à nous améliorer en allant de l'avant et nous fournir des nouvelles opportunités d'apprentissage et d'avoir d'autres outils. Je vous invite aussi à vous joindre à nous à des événements qui s'approchent la semaine prochaine. C'est la semaine de sciences vitales. On est très excités à ce que représente cette semaine. On va lancer notre rapport national. Je vais être ravie de partager avec vous et je vous rappelle l'importance du sens d'appartenance. C'est très important. Alors, s'il vous plaît, jetez un coup d'œil à nos plateformes sociales et à nos ressources pour en savoir davantage sur ce rapport. On va avoir donc un webinaire sur la Vital Science. S'il vous plaît, allez vous inscrire. Julia est notre gestionnaire pour ce sujet. Elle est très excitée de passer du temps avec vous pour partager avec vous sur la science vitale. Aussi, on va avoir un webinaire très intéressant sur la narration d'histoire qui peut être transformative. Vous allez voir, ça aura lieu mercredi. Vous pouvez vous inscrire ainsi que pour la session vitale. Donc, J'aimerais exprimer ma gratitude très profonde à Sarah, Christina et Suzanne, premièrement, pour votre soutien continu. Vous êtes toujours disponible quand on a des questions pour vous, toujours prête à nous guider, à nous offrir des ressources telles comme vous l'avez fait aujourd'hui. Et merci de soutenir notre réseau. Merci, merci, merci. J'aimerais aussi reconnaître une grande gratitude à tout le monde qui s'est joint à nous. Vous avez un engagement dans vos organisations et vous le démontrez en vous joignant à nous aujourd'hui à travers votre participation dans nos programmes, événements et activités. Merci pour tout ce que chacun d'entre vous faites. On a hâte de continuer en lien avec vous et on a très hâte également de communiquer avec vous. Si vous n'êtes pas encore inscrit à notre infolettre, s'il vous plaît, faites-le à travers le lien que je vais déposer dans la boîte de clavardage. Ça vous permettra aussi de rester en lien si vous faites un membre, un employé, vous faites partie d'un conseil d'administration d'une fondation communautaire. Et ce programme est vraiment bâti pour vous donner des outils et des ressources toujours disponibles au bout des doigts. Encore une fois, merci. Bien à vous et on a hâte d'être en lien à nouveau à court terme.